Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Bascule, le podcast qui se demande comment et pourquoi vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Aujourd'hui, je reçois Audrey, qui est psychologue de formation, qui vulgarise la psychologie sur les réseaux sociaux sous le nom de la psy qui parle. Son objectif à travers ce travail est de permettre à quiconque de mieux décrypter les comportements humains et faire preuve de plus de tolérance envers nous-mêmes et nos semblables. En plus de son travail de vulgarisation, Audrey est psychologue consultante pour les managers et les chefs d'entreprise. L'objectif avec ce travail est de donner les outils nécessaires aux dirigeants et aux responsables RH de mieux gérer leurs équipes et de remettre l'humain à l'honneur dans les entreprises. Parce que des problématiques RH, Audrey en a connu dans sa vie d'avant. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation. Bon épisode. Salut Audrey, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, comment est-ce que tu te présenterais en quelques mots? Alors, je m'appelle Audrey Ginisti, je suis psychologue de formation. Actuellement, j'ai monté mon entreprise de formation et de conseil en management et leadership. Voilà, parce qu'à côté de ça, je suis aussi, alors je me suis renommée psy-consultante en leadership. Donc, j'accompagne Ok. voilà, des dirigeants et des managers à gérer des problématiques plutôt humaines. Voilà, puis à côté de ça, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Psy qui parle, sur laquelle je vulgarise la psychologie scientifique de manière accessible, avec, j'essaye en tout cas d'y mettre une petite pointe d'humour pour Mhm. apporter un peu de légèreté. Ok. Oui, ce qui paraît assez important parce que tu peux traiter des sujets assez lourds, j'imagine, avec la psychologie. Mm, mm. Oui, oui, Ok. tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à décrypter et à comprendre nos comportements, nos réactions, pour être mieux avec nous-mêmes et puis aussi peut-être faire preuve d'un peu plus, on va dire, de tolérance ou d'empathie vis-à-vis des autres. Oui. Ouais. C'est, pour être plus, enfin, comme disait Spinoza, ni rire, ni haïr, ni pleurer, mais comprendre, pour Mm. justement pas juste dire de toute façon c'est un con, alors que non, je peux juste essayer de comprendre pourquoi il agit de telle sorte, enfin, Mm, comment mm. il agit. Ok. Tout à fait. Sans forcément le justifier, Mhm. mais en tout cas avoir un éclairage. Ouais. Ok, non, c'est cool. Je connaissais pas le concept de psy-consultant. Est-ce que tu l'as inventé ou il y a vraiment des... Parce que je sais qu'il y a des philosophes consultants. Ah oui, d'accord. Ah bah écoute, Ouais. non, non, enfin, peut-être qu'il existe, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. Et c'est une question que je me suis posée hein, sur l'identité Mhm. professionnelle. Le mot consultante tout court ne m'allait pas. Coach, je ne me sens pas coach, même si dans mon approche, il y a c'est quand même des sessions de coaching Mhm. aujourd'hui. Et j'avais envie de garder mon identité de psychologue, parce que pour moi, la psychologie fait vraiment j'ai envie de dire partie de ma vie. Ouais. Parce que c'est une passion, c'est une voie que j'ai vraiment choisie. Et c'est aussi mon outil, mes outils proviennent de la psychologie, enfin de Mhm. différents champs de la psycho. Ouais. Donc c'est important pour moi de le garder dans mon nom. Ouais, je comprends bien. Mais du coup, t'as pas toujours fait ça? Et non, et non. J'ai été psychologue, donc j'ai fait un parcours, là on va dire classique, hein, un baccalauréat, à l'époque c'était littéraire. Parce qu'il y avait beaucoup de philosophie dedans et moi je savais Ouais. déjà que je voulais faire psychologue. Ok. Donc ça je le raconte d'ailleurs dans une de mes vidéos, le pourquoi du comment. De quand j'avais 15 ans, tu sais, tu dois faire un stage en troisième là, Ah oui, ouais, ouvert, l'observation. voilà, Mhm. qui enquiquine tout le monde en général. Moi j'ai adoré. Je suis allée dans un hôpital, j'ai parlé à une psychologue, je fais Hey, mais c'est ça que je veux faire. C'est rare de savoir ça à cet âge-là. Ouais, c'est assez rare. Donc, du coup, j'ai dit à mes parents, je veux faire psychologue, il faut faire un DESS. Donc, après, ça s'est appelé master. Ah oui, Et, ouais. donc, voilà, donc psychologue, je fais mon petit bonhomme de chemin, tout se passe bien. J'ai la chance de travailler, enfin, d'assez rapidement trouver un emploi salarié Ok. dans une clinique où là, je travaillais en cancérologie. Ok, d'accord, ouais. Voilà, donc, j'accompagnais des patients atteints de cancer. Pendant leur traitement, après leur traitement et aussi des fois jusqu'à la fin de vie, donc Mhm. en palliatif. Et je recevais aussi leur famille. Voilà, donc j'ai fait Ok. ça quand même 7 ans. Euh, Ça doit être fort à accueillir tout le pathos de ces mm, personnes. mm. C'est assez intense et le plus intense, souvent, je disais,
c'est surtout quand tu accompagnes la personne, on va dire, du début de son traitement jusqu'à parfois la fin de vie. Oui. Et d'accompagner aussi la famille. C'est-à-dire, tu vois, tout. Enfin, c'est surtout la perte vis-à-vis de la famille que je trouvais pas évidente. Ouais. Après, comment dire, on est quand même formé. On n'arrive pas comme ça de but en blanc à accompagner les gens. Donc, il y a tout un parcours, des stages, etc., qui font que moi, on me disait c'est dur. Je dis, pour moi, infirmier, c'est plus dur, tu vois, Ouais. comme métier. Ok. Parce que du coup, tu avais quoi plus de... Enfin, qu'est-ce qui faisait que ça pouvait paraître dur aux yeux des autres dans justement la thématique? Parce que c'est en cancérologie, puis c'est le regard que j'ai porté moi aussi là-dessus. Il y a beaucoup cette idée de cancer égale mort. C'est quand même beaucoup associé à ça. Alors, évidemment que c'est vrai qu'il y a des gens qui en meurent. Par contre, moi, la majorité des personnes que je recevais en guérissaient. Ouais. Ok. 90% des gens que je recevais, et c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de cancers, on en guérit. Et en fait, la personne n'est pas un cancer, n'est pas sa maladie, elle se définit au-delà de ça. Et donc, si tu veux, pour moi, c'était la porte d'entrée, la maladie. Ouais. Mais évidemment que ça soulevait beaucoup d'autres choses, le rapport à la vie, la relation de couple, le rapport au travail. Il y a énormément de personnes qui, dans l'accompagnement que je proposais, in fine, me disaient, mais en fait, il faut que je change de job. Ouais. Il y a beaucoup de personnes que j'ai réorientées justement vers des personnes comme toi qui proposaient voilà, de faire un point, d'accompagner à savoir est-ce que je suis bien dans cette voie-là ou est-ce que c'est le moment de changer. Ouais. Généralement, il faut une forme de choc pour se rendre compte qu'on est pris au piège un petit peu dans la ritournelle de la vie où on ne se pose pas la question de savoir est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire. Il faut un choc. Enfin, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de personnes durant le Covid qui se sont remis en question parce que justement, il y a ce choc en disant ouais, mais je vois que tout peut s'arrêter à tout moment, que ce soit le monde, la société ou sa propre vie par rapport au cancer. Et du coup, au moment de se dire, ouais, peut-être que cette épreuve, ça peut être un tremplin pour justement me reconsidérer en tant qu'humain et mon chemin de vie. Ouais. Mais parfois, le choc, il est plus discret, j'ai envie de dire. C'est pas forcément un choc brutal. Je pense que pour le confinement, c'est aussi un temps de pause où tu te retrouves seul face à toi-même, finalement, à te poser des questions que tu t'étais jamais posées avant, parce qu'effectivement, comme tu disais, tu es pris dans la routine, etc. Et parfois, c'est justement parce qu'il n'y a pas de choc qu'on continue à faire ce qu'on fait. Ouais. Et je pense, tu vois, c'est pareil dans les relations amoureuses. Des Oui, bien fois, sûr. tu restes avec cette personne, tu n'es pas malheureux, mais tu n'es pas heureux non plus. Ouais. Mais voilà, c'est peut-être ça la problématique parfois, C'est que c'est pas, il n'y a pas de ralentissement dans le cas du Covid, soit justement il y a pas d'éléments perturbateurs comme un roman. Si tu prends un roman qui commencerait par, je crois que c'est même ça le terme, c'est me souvenir du collège au cours de français, mais je crois que c'est ça le thème. Si le roman c'était c'est l'histoire de machin, il marche dans la rue, il continue de marcher, et puis il continue de marcher, etc. etc. Je pense que pendant 200 pages, je pense que ce serait le roman un peu relou. Ouais. Alors que justement, si cette personne, il n'y a aucune raison en fait qu'il change de trottoir ou qu'il arrête de marcher, c'est tant qu'il n'y a pas d'éléments perturbateurs. Ça peut être infime des fois, mais il en faut un dans tous les cas, je pense. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, tu dis que tu as fait ça pendant 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne fasses plus ça? C'était quoi ton élément perturbateur Alors, mon élément perturbateur, j'en ai jamais parlé, donc je vais en parler aujourd'hui, c'était une forme d'ennui. Ok. Donc justement, c'était peut-être ce côté de la personne qui marche et qui n'a pas l'impression de pouvoir progresser. J'avais ce besoin de progresser et c'était très, très ambivalent pour moi parce que c'est un métier que j'ai choisi, que j'adorais. J'avais cette chance comparée quand même à plein d'autres psychologues parce qu'en fait, malgré tout, trouver un boulot de psychologue en institution, c'est quand même pas chose facile. Et j'étais, si tu veux, dans un environnement qui ne me permettait pas de m'épanouir. Clairement, je subissais ce qu'on appelle le management par la terreur. Ah oui, ok. Ouais. Voilà, c'est le terme. Donc, c'était très insidieux, mais chaque fois que je demandais à faire une formation, on me disait que ce n'était pas possible. Donc, voilà, il y a des formations comme ça que j'ai dû me payer avec mes sous. Il n'y avait pas encore cette histoire de CPF que tu peux utiliser un peu comme tu veux. Donc, bref, j'étais bloquée à ce niveau-là. Je demandais à réduire mon temps de travail pour développer
mon cabinet libéral parce que du coup, j'ai lancé mon cabinet en même temps que cette activité et c'était un autre souffle pour moi de me dire chouette, je vais accompagner une population différente, avec des problématiques différentes, voilà. Donc ça a amené du renouveau. Et donc j'ai demandé à diminuer mon temps de travail, on m'a dit non, à aménager mon temps de travail différemment, on m'a dit non. À un moment donné, tu comprends que ça a beau être très très joli de l'extérieur, il va falloir quand même commencer à bouger. Oui. Il va falloir bouger. Pour dire gentiment, écoutez, si vous ne voulez pas, allez, je ne vais pas finir la phrase, je vais essayer de rester poli, quoi, mais je pense qu'on a tous compris. Ok. Et donc, tu as ressenti de l'ennui. Est-ce que ça arrive chez certains de mes clients, en fait, ils culpabilisent du fait de vouloir changer de boulot parce que ce n'est pas affreux. Est-ce que tu as vécu ça? Ouais, complètement. Ouais. Surtout que moi, comme je te disais, j'ai choisi. Et en réalité, alors l'ennui, c'était pas dans les, quand même que je recadre, c'était pas dans les interactions et dans les accompagnements avec les patients et les familles. C'était la limite, je veux dire le. Ouais, voilà, parce que ça, c'était toujours top, quoi. De pouvoir accompagner des gens, de les voir se transformer, c'est merveilleux. Non, c'était le fait de me dire, voilà, je peux pas avoir plus d'outils ou tout était galère, quoi. Enfin, tout était galère et j'avais l'impression de juste demander à faire mon job correctement, avec les meilleurs outils, dans les meilleures conditions, et qu'on me disait, non, reste petite, tu vois, ça me donnait cette sensation. Reste bien, rétrécis-toi même si tu peux, ça serait bien. Ouais. Presque un côté paternaliste ou Oui. Ah ouais, carrément. Très, très paternaliste et on t'associe pas non plus au projet. Alors, c'est un peu, j'ai envie de dire, la posture du psychologue aussi, c'est qu'il est dans l'équipe et hors l'équipe. C'est assez particulier. Donc, tu essayes de te raccrocher au wagon en créant des liens. Alors, moi, c'était surtout avec des médecins. Ils sont dans leur sphère, ils sont dans leur bulle. Et si tu veux, je leur en veux pas. Le métier fait que c'est pas évident, ils sont très pris. Mais je me souviens quand ma collègue psy m'a dit, mais en fait, Audrey, qu'est-ce qui t'aurait retenu? Qu'est-ce qui aurait fait que tu serais restée? Je dis, mais en fait, je suis partie parce que j'en avais marre de travailler pour des gens, pour des médecins en l'occurrence. J'aurais voulu travailler avec des médecins. Et c'est vraiment cet esprit-là qui me manquait, le côté, épanouissement. Donc je me dis, non, mais attends, Audrey, tu es quand même dans un job que tu as choisi, que tu aimes. Donc, est-ce que vraiment ton envie de partir est légitime? La fameuse question de est-ce que ce sera mieux ailleurs? Prise de risque financière aussi. Aussi, oui, c'est pas négligeable. Comment tu as switché en douceur de l'institutionnel vers le libéral? Oui, plus ou moins. Donc, j'ai switché. Heureusement, j'avais le libéral. Et puis après, à côté de ça, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat parce que donc j'avais un blog qui s'appelle lapsychiparle.fr qui est dédié aux personnes en cancer. Je le dis parce qu'il existe encore. Je le nourris plus, je l'alimente plus, mais il est encore dispo. Et j'avais construit une formation en ligne d'accompagnement hybride. Et du coup, qui a marché. Et donc, j'ai accompagné des personnes. Donc, ça, plus le libéral à côté, ça m'a permis de, on va dire, survivre. Et donc, après, j'ai redéveloppé le libéral plus en visio. Donc, c'était intéressant aussi financièrement par rapport à payer un cabinet. Donc, tu vois, j'ai réussi à me dépatouiller comme ça. Et puis après, à côté de ça, il y avait la chaîne YouTube, La Psy qui parle, des conférences que je faisais plutôt en vulgarisation psycho. Et des formations aussi que je donnais, de tout type, toujours en psychologie et là, ces dernières années, en management. Donc tu avais déjà une démarche entrepreneuriale. Est-ce que c'était déjà en toi ou c'était une forme de moyen en mode j'ai plus le choix, il faut que je me dépatouille? Alors au tout début, ça a commencé plus en douceur, donc il y avait ce blog qui était déjà une volonté de m'expandre, on va dire, de m'exprimer, j'avais envie de m'adresser à un plus large public. Je me disais, c'est dommage quand même qu'il y a plein de gens qui ont un cancer et qui ne savent pas qu'ils peuvent voir un psychologue ou qui n'ont pas accès à certaines informations pas seul un psychologue, mais quand même un psychologue peut leur donner, du type faire une dépression à la fin de tes traitements alors que tu es guéri, en fait, c'est normal.
Ouais. C'est hyper fréquent. Et en fait, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Mhm. Qui culpabilisent d'être joyeux, d'être triste, Ouais. déprimé. Donc, il y avait cette envie de partager ces infos. Donc, je l'ai fait sur le blog. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai eu les réactions des gens. Ah ouais, c'est top, machin, bidule, c'est vachement aidant. Que je me suis dit, bah, tiens, pourquoi je n'aiderais pas des personnes à traverser cette Mhm. après-maladie. Ouais. Donc, moi, c'était aussi lié à comment gérer la fatigue, la déprime, etc. Et j'avais pas forcément dans l'optique au départ de tout miser là-dessus et de quitter le salariat. Mhm. Ok, ouais. Ouais, C'était un plus. ouais, c'était un plus et je me dis, bon, on va voir ce que ça va donner. Mhm. Et après, je me dis, bah, autant me lancer à 100% dedans parce que il y a toujours, tu sais, cette croyance que il faut se focus uniquement sur une chose pour le réussir. Ce qui est vrai Oui, en ouais. soi, hein, Ouais, ouais. Mhm. mais finalement, je ne sais pas si j'étais beaucoup plus productive en étant 100% sur le côté entrepreneuriat que quand j'avais Ouais. le job salarié. Mhm. Ouais. Peut-être que ça pouvait justement être un moteur, du coup, Mm. cette envie-ci. Non, c'est chouette parce que ça, c'est pas anodin en fait, je trouve comme démarche. C'est pas, tu vois, c'est pas bah, comment dire, l'institutionnel me plaît pas, bah, je vais avoir mon cabinet. Il y a quand Mm. même le fait de vouloir toucher un public un peu plus large et partager toutes tes connaissances Mm. et pas juste être dans ton cabinet à recevoir des patients. Ah oui, c'est ça. Non, tu l'as bien traduit. Tu vois, je ne l'avais pas Mm. forcément analysé comme ça, mais oui, c'est ça. Il y avait Il cette y a, envie de partage. Ouais. Mhm. Pareil pour ta chaîne YouTube. Est-ce que ça a été un grand tremplin pour toi ou pas? Enfin, est-ce que tu t'attendais quand même au succès? Parce que c'est pas une petite chaîne, Euh, hein. alors, bah, c'est pas une super grande non plus, mais je suis Non, mais bon. contente. Mhm. Ça s'est fait progressivement. Alors en fait, c'est assez rigolo parce que c'est vraiment une leçon de persévérance YouTube, je trouve, Mhm. parce que c'est très, très, entre guillemets, ingrat au départ, parce que tu fais des Ouais. vidéos, tu as très peu de vues. Mhm. Et atteindre les 1000 abonnés, ça a été très, très long. Très, très, très long. Je ne sais plus combien, mais plusieurs années. Ok. Donc vraiment, j'aurais envie de dire, si les gens veulent se lancer, il ne faut pas lâcher. Par contre, il faut Mhm. être passionné et pas le faire uniquement pour une motivation extérieure, on va Ouais. dire. Mhm. Il faut être motivé. Et après, tremplin, je ne sais pas, c'est toujours en fait, YouTube, pour le coup, j'y suis allée vraiment juste avec l'énergie du cœur de Mhm. j'ai envie de partager, on verra ce que ça donnera. Vivre de Mhm. YouTube, pour moi, c'était pas du tout, c'était loin de moi. Mhm. J'avais envie de me marrer et de partager des choses. Donc, tu Ok. vois, typiquement, ma toute première vidéo qui s'appelle Quand t'es psy, c'est une critique, enfin, pas une critique, mais de façon humoristique, je mets tous les a priori sur les psys. Ok. Tu vas m'analyser, le comment le Ouais. psy peut être traité à l'hôpital, vraiment tous les. C'est presque des sketchs, du coup. Enfin. Oui, c'est des petits sketchs un peu Mhm. avec moi, tu sais, qui fait un peu la, voilà, pas la voix off, mais je sais pas comment ça s'appelle, présentatrice, enfin, je sais pas comment dire. Oui. Ouais. Ok, ouais, non, je vois l'idée. Mm. Ok. Là, tu continues, tu as le temps de continuer ta Mm. chaîne? Alors, j'ai dans l'objectif de continuer. J'ai publié Ouais. une vidéo il y a quelques temps, mais là, malheureusement, j'ai pas assez de temps pour publier plus souvent. Mhm. Après, c'est aussi mon côté exigeante, quoi. C'est-à-dire que comme Ouais. je fais des vidéos scriptées, où ça me Mhm. prend beaucoup de temps aussi, parce que je ne veux pas écrire n'importe quoi. Ouais. Quand tu fais de la vulga, un mot est un mot, et puis on va être bien là pour te dire, ah, tu t'es trompé. Ouais, c'est clair. Et surtout quand tu es une nana quand même, mine de rien, je pense que ça peut jouer. Ah ouais, ok. Il y a Ouais. du sexisme de ce côté-là. Ouais, j'ai vu des commentaires sur. Enfin, moi, ça va quand même. J'ai eu des remarques pas toujours ouf, mais ça va. Mais je l'ai Mhm. vu sur la chaîne de vulgarisatrices scientifiques. Voilà, des fois, il y a des trucs Mhm. pas top. Mais bref, ça, peu importe, il faut avancer malgré Ouais. tout. Mhm. Si on s'attarde sur les commentaires, ça. Ouais. Bah, on fait pas grand-chose du coup. Si on s'attarde Ouais, même sur le regard des autres en général, t'as raison. on fait Mm. pas grand-chose, hein. Mm, mm. Donc, oui, c'est plus une histoire de temps. Et après, je me pose la question, par contre, tu vois, je vois qu'il y a les formats short qui Ouais. existent. Mhm. Peut-être de quelque chose comme ça. J'ai vraiment envie de quelque chose de spontané. Mhm. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais lancer mon podcast aussi, hein. C'est pour ce côté, bah, comme on le fait maintenant, interview, Mhm. partager un moment sympa avec quelqu'un. Mhm. Mm. Oui, carrément. Parce que c'est vrai que c'est
ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéos sur ma chaîne, mais clairement, quand tu vois le temps que ça prend par rapport aux résultats que ça peut avoir, quand tu dis oui, bah, du coup, un moment, enfin, je ne dis pas que ça, la passion, c'est bien, mais comme tu dis, il faut vraiment, vraiment s'accrocher Mm. et pas s'attendre à un succès phénoménal tout de suite. C'est beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme on dit. Oui. Mais si je reviens un petit peu du coup sur de bien comprendre tout ce parcours-ci, donc il y a eu la partie institutionnelle, il y a eu la Mhm. partie libérale plus formation hybride. Oui. Ensuite, du coup, en même temps, du coup, il y a eu le blog, puis après, il y a eu la chaîne. Mhm. Jusque-là, j'ai bon. Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, suite, c'est l'étape suivante, alors, peut-être qu'il y a d'autres choses entre-temps, mais de créer ta boîte. Du coup, c'est Hello Management, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et plus on va dire mon site aussi qui est là, juste Audrey Génisty, le côté OK. coaching qui est plus mon activité. Euh, alors, que je le reprenne dans l'ordre. En fait, oui, il y a un petit truc que j'ai pas dit, c'est que je bossais aussi à l'hôpital. Donc, il y avait clinique Ah oui, et OK. hôpital. Oui, Ouais. parce que moi, j'aime bien multiplier, faire des trucs compliqués. Et donc, l'hôpital, en réalité, j'ai continué. Oui, j'avais oublié ce petit truc, ce petit détail quand même. Mais j'étais à, carton, enfin à 25%, quoi. OK. Donc, voilà. Donc, j'avais effectivement, oui, pendant un temps, l'hôpital, le Mhm. libéral et l'accompagnement formation hybride. OK. Voilà, j'avais quand même ces trois activités. J'ai quitté l'hôpital il y a un an, oui, OK. tout juste en fait là. Et les formations, en fait, comment te dire, les formations, c'est un peu, il y avait les conférences de vulgarisation. Mhm. Et après, c'est quand même grâce à ma chaîne, si je peux le dire, qu'on est venu un peu me chercher. Ouais. Donc, il y a des entreprises qui ont dit, tiens, bah, c'est sympa ce que vous faites, est-ce que vous pourriez Mhm. venir faire des confs, etc. Donc, sur les biais cognitifs, des choses comme ça, Mhm. sur la psychologie des émotions, de la Ouais. personnalité, voilà. Donc, je suis allée faire des conférences. Ensuite, il y a eu le côté coaching qui était un peu sporadique, tu vois, de temps en temps, Mhm. j'ai besoin d'un coaching, Ouais. etc. Alors là, je parlais plus de consultation. Mhm. Euh, et, euh, et là, l'entreprise, ça fait un an et demi, 2 ans, ouais, un an et demi, on va dire, que vraiment on s'est lancé les deux pieds dedans. Mhm. T'es Donc, pas toute seule, du coup, dans ouais, cette aventure? ouais, ouais, j'ai un associé. OK. Et donc, ouais, c'est quand même pas mal, tu vois, quand tu veux prendre un Mhm. peu de distance, t'appuyer. Et notamment en formation, on est assez content de ça, c'est que on a plutôt de bons retours, c'est que du coup, c'est assez dynamique parce Ouais. on forme à deux, donc tu en as un, mettons, qui fait l'après-midi, l'autre le matin, et Mhm. tu en as un qui est toujours en position un peu méta, OK. un peu de recul, Mhm. et qui va aussi de temps en temps intervenir, apporter un élément nouveau. Donc Mhm. ça dynamise beaucoup les formations, Mhm. et OK, ça, c'est c'est un cool. modèle que j'aime bien. Mm. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de cette idée? Parce que, enfin, je fais le lien avec le fait que tu n'as pas du tout aimé la manière dont c'était managé à l'hôpital. Est-ce que ça a nourri, du coup, ce projet? Mm, mm, mm. Alors, j'ai pas aimé comment j'étais managée à la clinique. À la clinique, ouais. L'hôpital, Je l'hôpital, me... c'était... Oui, mais c'est vrai, c'est logique. L'hôpital, c'était super cool. OK. Après, c'est juste que, voilà, à un moment donné, faut se lancer vraiment, quoi. Mhm. Euh, alors, oui, il y a beaucoup, beaucoup de ça. Il y a Mhm. le fait qu'en fait, je me suis dit, quand j'ai vécu ce management, parce que je t'épargne tous les détails, mais il y a eu Ouais. des choses très, très pas sympas qui ont été faites à mon égard. Et du coup, je me suis dit, ben, soit je pointe du doigt là où les personnes supérieures hiérarchiques du doigt et je dis euh, ce sont des gens méchants, je Mhm. caricature, hein. Ouais. Soit je me dis ok, en fait là, eux ils ont atteint leurs limites Mhm. et en fait ils sont ignorants de la psychologie humaine Ouais. et je pense qu'ils ont pris en grippe, enfin, notamment une personne, et Mhm. s'est dit bah voilà. On va enquiquiner Audrey en tout cas, ou je sais pas, m'ont perçu de manière négative. Mhm. Après, c'était pas juste avec moi, c'était malheureusement avec beaucoup d'autres mondes, hein. Et je me suis dit, bah non, je vais pas les voir comme les méchants et me positionner en victime. Je vais Ouais. switcher et ça va être, OK, en fait, il y a certainement d'autres
personnes, dirigeants, managers, qui font du management par la terreur, par la peur, sans s'en rendre compte. Parce que cette personne-là, tu lui poses la question, est-ce que vous faites du management par la terreur? Bien sûr que non. Personne ne va pas reconnaître là-dedans. Oui, bien sûr, oui, j'adore ça. Bien sûr. Mais tout ce qui est un peu paternaliste, effectivement, ça frôle quand même management par la peur. Et donc, je me suis dit, OK, donc il y a une ignorance au niveau des connaissances psychologiques, de comprendre les intentions de l'autre, qu'est-ce qui permet de davantage impliquer les gens. Donc, il y a tout ça qui fait que, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne pas transmettre ces connaissances et donner l'opportunité à plein de managers, plein de dirigeants. C'est du gagnant-gagnant, quoi. De mieux comprendre leur équipe pour qu'elle soit plus engagée, plus motivée, les gens sont contents. Ouais, tu vois, c'est vraiment cette logique gagnant-gagnant. Et après, voilà, il y avait mon côté un peu scientifique aussi, qui est qu'il y a beaucoup de choses de développement personnel. Et comme je dis, voilà, des fois, il y a des trucs bien et des trucs un peu plus moins bien. Et je me suis dit, tiens, c'est dommage, il y a plein de super études qui existent, qui sont faites, beaucoup psychologie sociale, économie comportementale, sciences cognitives. Et pourquoi ne pas... parce que là, en gros, c'est Google, Netflix, tu vois, c'est que les méga grands groupes ou Total qui bénéficient de ça, parce qu'ils ont des post-doctorants ou autres. Ah oui, d'accord. Ouais, ils ont les moyens de financer, quoi. Donc, ils ont les dernières méthodes de management. C'est dommage de ne pas utiliser ces connaissances pour d'autres entreprises. Enfin, je veux dire, tout le monde a le droit d'être bien formé. Et, donc, mon idée, c'est aussi de partager ça. Des connaissances psychologiques appliquées au management et pas uniquement un aspect... comment dire? Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a une discipline qui s'appelle la psychologie du travail qui s'intéresse à ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un gap énorme entre ce qui se passe dans les laboratoires de recherche en psychologie ou au niveau de ce qu'on apprend même à la fac aux psychologues du travail et concrètement comment ça peut être mis en place dans les entreprises. Ouais, peut-être que ça reste trop théorique pour le moment, expérimental et pas appliqué. Ouais, j'ai l'impression. Après, c'est mon opinion à voir. Hein. Après, c'est pas à généraliser non plus. Là, je parle vraiment des feedbacks que j'ai eus de la part des entreprises qui m'ont dit on avait fait appel à telle ou telle personne et qui ne sont pas forcément des psychologues du travail d'ailleurs, mais consultants ou autres, et c'est pas toujours adapté. Ok, d'accord. À la réalité de la chose, du coup. Ouais. Donc, je pense que ça va changer. En tout cas, j'espère. Oui. Parce qu'il y a plein de psychologues du travail qui sont quand même dans des entreprises assez chouettes et à mon avis, qui peuvent apporter plein de choses. Après, encore faut-il qu'on leur donne l'opportunité. Mais du coup, ce que je remarque, c'est que dans ta démarche, il y a toujours eu cette envie de partager. En fait, j'ai l'impression que pour toi, l'entrepreneuriat est plus un moyen de partager quelque chose. Parce que, mine de rien, créer une chaîne YouTube, c'est aussi entreprendre quelque chose. C'est juste qu'il n'y a pas forcément le côté lucratif derrière par rapport à une entreprise. Mais il y a toujours eu cette volonté chez toi, j'ai l'impression, de partager, en fait. Tu vois, il y a eu tes connaissances en mode, tiens, tu vois un problème, les gens manquent de connaissances, je vais leur apporter. Dans ce que tu me dis, il y a eu ça avec ton blog, il y a eu ça avec ta formation, il y a eu ça avec ta chaîne. Et là, tu vois que la motivation, une espèce de ton pourquoi, on pourrait dire ça, de cette entreprise, c'est plus partager des connaissances en vue d'améliorer des conditions. Oui, c'est vrai que c'est ça. Alors, en essayant de ne pas me positionner non plus comme la donneuse de leçons ou la moralisatrice qui dit vous devriez faire comme ça. C'est plus j'ai cette info-là, je vous la partage, peut-être ça peut être utile ou pas. Prenez ce qui vous parle et faites-en ce que vous avez envie. Oui, ceci existe. Faites-en bon usage. Non, c'est chouette, je trouve. Est-ce que à chaque fois, tu as eu une espèce de moment d'épiphanie, genre ah mais c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça, c'est trop bien, ou ça s'est fait sur à force de faire? Non, enfin oui et non. Comme ça, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que ça s'est fait progressivement, avec beaucoup de doutes en tout cas. Ça, c'est si j'avais un message à faire passer, c'est
n'attendez pas de ne plus avoir de doute pour vous lancer. Oui. À titre personnel, ça n'arrive jamais. Il y a toujours une part de doute. Il n'y a jamais « Ah, je suis 100% sûre de faire de Oui, ce que non. je fais. » Non. Du coup, c'est le pourquoi qui me motive plus que tout. C'est pour ça que trouver son pourquoi, en tout cas être accompagné à trouver son pourquoi, je trouve que c'est très très important parce qu'en fait, c'est ça qui va être le moteur et qui va te donner toute l'énergie et qui va aussi avoir cet effet, je dirais presque, de résilience quand tu es perdu. Oui. C'est vraiment le phare, tu vois, ou le cap que tu te donnes, c'est OK, en fait, toutes tes décisions, elles vont être aussi en fonction de ton pourquoi. Quand je fais ça, est-ce que ça nourrit mon pourquoi? Est-ce que ça participe à avancer dans cet objectif? Ça, c'est vrai que c'est hyper important. Et non, par contre, là, tu vois, avec ce que tu viens de dire, je me dis que je me suis un peu perdue ces derniers temps avec le côté entreprise très lourd, où je le disais à une amie, je disais, j'ai l'impression d'avoir été un peu le capitaine d'un paquebot. Ah oui, et ok. que pour faire avancer ce paquebot, j'avais juste 2 rames. Ok, ouais. Tu vois, c'est la lourdeur de la chose. Et c'est pas du tout comme l'entrepreneuriat solopreneur. Oui. Voilà, c'était pas du tout la même. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Et mine de rien, quand tu es associé, donc il y a les parties cool, et puis après, il y a les parties management de l'autre, quoi. Ah oui, ouais. Enfin, gérer les relations, parce qu'on qui est inhérent à n'importe quelle structure, à partir du moment où tu es deux, voilà, quoi. Oui, bah oui. Ou même dans la relation avec peut-être des prestataires ou bref, d'autres personnes, quoi. Et donc, il y a eu toute cette gestion humaine, logistique, qui m'a beaucoup alourdi. Et je me suis un peu perdue. Et c'est pour ça aussi que c'était un peu silencieux sur ma chaîne YouTube. Parce que mentalement, ça a sollicité beaucoup d'énergie. Et du coup, c'est pas que j'ai perdu, mais j'ai oublié que le truc qui me faisait vibrer, c'était aussi le côté créatif. Et ça, c'est vraiment nourrissant. Et tu as l'impression, quand tu es dans le boulot, que c'est un peu un à côté. Le côté créatif, prendre soin de soi, loisir ou autre, c'est du superficiel ou du superflu. Alors que non, c'est vraiment ton terreau. Et là, je m'y reconnecte en recréant du contenu sur un petit peu YouTube, Instagram, LinkedIn. J'ai posté pas mal de trucs ces derniers temps et j'ai pris beaucoup de plaisir à recréer en me disant, écoute, le résultat, on s'en fout. Le nombre de likes, on s'en fiche. Tu as kiffé de faire ça, tu as partagé des choses, advienne que pourra. Et juste le chemin a été plus intéressant, le process a été plus intéressant que le résultat. Parce que sinon, tu es vite démotivé. Si tu te focuses que sur ça. Non, c'est clair. Et de toute façon, généralement, c'est ce que j'explique aussi à mes clients, c'est qu'il faut oser ne pas trop travailler. Parce que si tu te mets trop de côté, c'est ton premier outil, en fait. Tu prends soin de ton ordi parce que de ta voiture ou je ne sais pas quoi, mais donc pour le coup, il faut prendre soin de soi parce que après, si tu n'es pas bien, ton entreprise ensuite n'est pas bien non plus. Et puis tout part de toi. C'est ton Oui, énergie, ton état d'esprit. Et s'il n'y a pas de jus, en fait, il n'y a pas de carburant, tu seras moins performant, entre guillemets. En tout cas, tu auras moins les idées claires. Non, c'est clair. Mais je comprends. Tu étais peut-être fait happer par le. Parce que la structure que tu as, c'est vraiment une grosse structure ou vous êtes vraiment deux et puis vous marketez comme ça Non, non, non. Alors, en vrai, on est plutôt 4. Plus après des prestataires, enfin, tu vois, d'autres personnes qui gravitent autour de nous. Mais c'est même pas. C'est surtout le côté logistique, tu vois. On a fait des démarches, par exemple, pour être certifié Calliope. Oui, ouais. Tu vois, c'est plein de trucs. Relancer. Moi, typiquement, la prospection, je suis pas une grande fan, quoi. Donc, aller chercher les clients. Et du coup, j'ai changé, j'ai switché aussi par rapport à ça. Cette idée de le but, c'est pas de convaincre, c'est d'expliquer un peu ce que tu proposes, de rencontrer la personne, de comprendre ses difficultés pour l'accompagner. Donc, je suis revenue à ma démarche première, plus naturelle, on va dire. Mais je pense qu'on va de plus en plus vers ça, plus dans proposer de travailler avec, donner envie aux gens d'acheter, plutôt qu'essayer de vendre quoi que ce soit. Et oui, oui.
Je trouve qu'on revient de... Enfin, et je trouve ça tant mieux, parce que du coup, c'est plus les commerciaux véreux, vraiment, signez là maintenant. Enfin, je caricature, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur justement de proposer leur offre. Alors qu'en fait, que si juste tu es dans la proposition, en disant, écoutez, je vois que vous avez du mal dans vos équipes, peut-être que du coup, il faudrait changer de management, ce qui fait qu'il y aurait moins de burn-out, du coup, il y aurait moins de frais également pour vous, etc., etc. Est-ce que vous voulez que je vous en dise plus? Ah bah oui, carrément. Bah, écoutez, on propose ça, 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 etc. Et ça matche ou pas? Oui, c'est ça. En sachant que moi, souvent, quand même, dans le premier échange donc, qui est offert, je donne déjà des solutions. Moi, je ne peux pas Ouais. juste, tu vois. Donc, je suis déjà en train de faire une session de coaching à la personne. Oui. Et, et après, voilà, ça ne matche pas. Mais c'est assez rigolo de voir que très vite. Et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que tu vois, c'est comme en psychothérapie, des fois les gens ont l'impression qu'ils vont entre guillemets en prendre pour, je sais pas, pour un an, pour je sais pas combien de temps, ou même peut-être toi par rapport à tes clients, je sais pas, Ouais. l'impression que ça va durer longtemps, que ça va être lourd. Mais en fait, non. Un coaching, c'est assez léger. Bah, souvent, c'est quand même toi, enfin nous qui drivons, Ouais. on guide les personnes. Donc, en fait, tu as juste à te laisser porter. Bah, tu peux avoir un petit travail à faire à côté autre, tu Oui, vois, bien de sûr. réflexion, mais il y a des, tu te sens avancer, et puis es là pour faire avancer la personne, quoi. Ouais. Donc, clairement, Ah ouais, ouais. C'est pour ça aussi il faut prendre soin de soi pour être capable du coup d'accueillir ce que la personne nous dit et de la driver. Mais effectivement, c'est pas une psychanalyse, du coup, où ça peut vraiment être très. Après, ça dépend de la problématique que la personne veut résoudre. Un coaching ne sera jamais équivalent à une psychanalyse si la personne a besoin d'une psychanalyse ou d'une psychothérapie. Mais je vois ce que tu veux dire en tout cas. Si du coup, si je refais un peu un point sur le présent, donc on a fait un peu ton passé, on a fait un petit peu ton présent. euh, il y a une question par rapport du coup, au passé que j'aime bien poser, c'est savoir s'il y a des similitudes entre tes rêves d'enfant ou ce que tu faisais étant enfant et ce que tu fais actuellement. Alors, je te dirais plus en termes de relation aux autres et de personnalité, c'est-à-dire que plus jeune, j'étais quand même déjà très à l'écoute des gens. Ouais. Très, très en empathie. Tu vois, genre, je me souviens d'un truc, j'ai une copine qui s'était faite, comment dire, bousculer très méchamment par un petit camarade qui lui avait balancé son jouet, qui lui avait cassé son jouet. On avait, je crois, 8 ans. Elle se met à pleurer à chaudes larmes. Moi, pareil. Ah oui, ok. Ouais, l'empathie, elle était là, il n'y a Ouais. pas de problème. Donc, j'étais toujours la copine très discrète, très à l'écoute. Donc, tu vois, ça présage bien le côté Ouais. psychologue. Après, je le précise quand même, ça ne suffit pas pour devenir psychologue. Non. Et par contre, ça peut répondre à la question de je suis hypersensible ou très sensible et je me demande si je peux devenir psy. Oui. Ou Ouais. thérapeute. Oui. Par contre, il faut faire un travail sur soi. Ça, je pense qu'on ne peut pas y échapper et apprendre à réguler nos émotions, etc., à mieux se connaître. Mais je dirais que oui, le point commun, peut-être, ou le truc un peu qui fait écho, je ne sais pas si ça répond vraiment. Bah, si, après, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est que il y a, c'est plutôt chez le philosophe Paul Ricoeur, il parle de l'ipsé et l'idem dans Soi-même comme un autre. Je ne vais pas partir en cours de philo, mais il dit qu'il y a une forme de chose chez nous qui ne change pas, en fait, qui fait que si tu te regardes il y a à 8 ans et que tu te regardes maintenant, je ne sais pas l'âge que tu as, mais en tout cas, si tu te regardes à 8 ans, tu es capable de dire c'est moi. Alors que physiquement, c'est plus vraiment toi. Et en fait, à travers cette question, j'aime bien questionner les gens. Alors, soit il y a pas, mais savoir quelles sont les choses qui ne changent pas dans notre personnalité, notre trait de caractère, et qu'on incarne toujours à travers une activité professionnelle. Ouais, c'est vraiment l'écoute, tu vois. Écoute, empathie, c'est vraiment là ce que je vois en commun. Parce que j'ai beaucoup changé au niveau rapport aux autres. Parce que moi, Ouais. j'ai une personnalité plutôt introvertie. Donc, ma zone de confort à moi, c'est je suis discrète, pudique sur mes émotions, etc.
et je ne vais pas forcément aller vers les autres. Par contre, je suis très ouverte, donc quand on vient vers moi, c'est cool. Et ça, j'ai changé ça. J'ai travaillé ça pour aller un peu plus vers les autres parce que je me disais, oh là là, j'en ai marre, je ne crée pas des relations avec les gens. Enfin, j'ai toujours eu des amis, hein, c'est pas le problème. Oui. Mais je sais pas, quand je me comparais aux autres, alors les autres étant souvent quand même des personnes extraverties, je me dis c'est fou, eux tout de suite ils sont charismatiques, ils attirent les gens à eux, ils se font des potes facilement. J'admirais ces personnes. Et je me suis dit, mais Audrey, il n'y a rien qui t'empêche toi aussi d'aller vers les gens, de bouger tes fesses. Oui, mais j'ai peur, qu'est-ce que je vais dire? Et en fait, tout ça, je l'ai travaillé. Et je te dis, il y a vraiment cet objectif de créer des liens avec les gens ou de partager, par exemple. Parce que c'est un peu bête, mais il y a cette peur. Sur YouTube, c'est plus la peur, le stress de la caméra. Donc, c'est indirectement le regard de l'autre, hein, évidemment, qu'il faut quand même surmonter. Et moi, je suis, 1, 2, 3, je suis jamais zen face à la caméra. Enfin, jamais complètement détendue. Bon, après, j'ai un script à lire. Il y a plein de choses annexes qui entrent en compte. Des fois, il y a des bruits de l'extérieur qui nous coupent, donc ça me tend. Du coup, il y a quand même un petit temps. En fait, est-ce qu'il y a un temps d'adaptation une fois que tu es dans ton script, ça va? Oui, oui, oui. Et du coup, après, par contre, tu vois, ce que je me posais comme question, c'était un peu comme je l'ai fait sur ma dernière vidéo, de faire plutôt des bullet points et d'être plus comme... je vais prendre un exemple d'un youtubeur que j'apprécie et que tu dois connaître, qui s'appelle Cyrus North. Ah oui, ouais. Tu vois, j'aime beaucoup son approche parce que c'est à la fois, je vous donne mon point de vue, mais je l'étaye aussi avec toujours, il y a un petit propos philosophique et c'est toujours saupoudré d'un petit quelque chose sympa, théorique ou autre. Et je trouve qu'il fait bien le lien. Donc, j'adorerais écrire comme ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il écrit ses scripts complètement ou s'il a des bullet points. Je sais pas, je l'imagine bien avec des cartes mentales, tu vois, pour vraiment suivre le cours, mais je sais pas du tout comment, je sais pas, je connais pas son process. Je crois qu'il m'avait dit qu'il avait des bullet points, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, voilà, dans cette idée d'avoir juste ton point de départ, ton point d'arrivée et les grandes lignes, les grandes étapes et broder autour, parce qu'en fait, le discours est plus, je trouve, naturel, plus facile à écouter. Après, il faut que j'accepte ma part de répétition. Oui, pour le coup, c'est aussi un travail sur soi de se dire ce ne sera pas parfait, ce sera plus humain, plus naturel, plus digeste. C'est ça que j'aime bien dans le podcast, du coup, parce qu'il y a les gens ont plus le temps de se poser et nous aussi, plus dans la discussion. Et j'ai une autre question qui n'a du coup pas du tout de rapport avec ton enfance, mais plutôt sur comment tu imagines le monde du travail à l'avenir. Comment je l'imagine? Alors, beaucoup de télétravail. Et je pense que la crise du sens est là. Donc, les gens, et quand je dis les gens, ça inclut tant le côté, entre guillemets, salarié que dirigeant d'entreprise. On va être obligé de faire avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, les plus jeunes qui sortent d'école, on va dire, qui sont diplômés, sont vraiment dans cette quête de « Ok, il y a le salaire, c'est bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le sens. » Donc, ça va mettre en concurrence les entreprises où ce qui va primer, c'est pas la prime financière, ça va être l'ambiance au travail, la culture au travail, la mission. Et là, de plus en plus, on voit des entreprises donc à mission, vraiment. Et ça, c'est un intérêt fou, c'est que en termes de recrutement, ce qui va attirer les talents, comme on dit, c'est vraiment le pourquoi. C'est une entreprise qui dit nous, on se bat pour ça ou contre X ou Y chose. Et si vous nous rejoignez, en fait, vous ferez partie d'une aventure collective qui œuvre en gros pour améliorer la planète, le bien-être, ou dans une cause forte. C'est ça vraiment qui prime aujourd'hui. Et je pense que les métiers difficiles, je ne sais pas, c'est une hypothèse, par exemple infirmier, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans d'autres pays, c'est assez difficile à la période où on se parle. Il y a vraiment plein d'infirmiers qui partent. Peut-être que tu en as dans tes clients, je ne sais pas. J'en ai, en tout cas, qui s'apprêtent à partir, mais qui ne savent pas pour faire quoi. Il y en a pas mal, Et là, je trouve que c'est intéressant quand même, tu vois,
que l'hôpital puisse se remettre un petit peu en question, même si Oui. l'hôpital, c'est un monstre, hein, c'est pas juste une personne à la tête d'une structure. Parce qu'en fait, il va falloir... moi, j'ai peur qu'il y ait une pénurie des soignants. Ouais. Et que du coup, en fait, il va falloir attirer les soignants parce qu'ils ne viendront pas pour un salaire. Hein. Enfin, je veux dire, Ça, c'est clairement, clair. Ouais. infirmier, tu ne te dis pas, je vais absolument faire ça pour gagner des sous. Enfin, ce n'est pas la motivation. Non. Voilà. Mais à un moment donné, il ne faut pas se moquer des gens et c'est un métier difficile. Donc, je pense qu'il faut vraiment repenser la chose. Après, je te le dis comme si c'était simple, absolument pas. Non, de toute façon, je pense pas que c'est durant ce podcast qu'on aura la réponse à Non, tout. non, non, du tout. Mais j'aime bien questionner les gens sur comment ils imaginent le monde du travail de demain. Parce qu'effectivement, la quête du sens, c'est là-dedans que je me suis inscrit, surtout que par... alors, je ne sais pas du tout comment. Je ne sais pas comment je suis arrivé là. Peut-être par mon parcours de philo, sûrement. Mais clairement, je vois que ce que les gens recherchent, c'est à la fois de la liberté, c'est à la fois... Parce qu'il y a vraiment cette envie... tu vois, dans mes clients, c'est pas, mes clients, ils viennent me voir, c'est pas obligatoire qu'ils entreprennent. Je peux les accompagner là-dessus, mais pour eux, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un moyen d'avoir une vie sur mesure. Et je pense que c'est ce qui permet également d'avoir une vie sur mesure, d'avoir une vie pleine de sens. Donc, je ne sais pas comment les entreprises, par la suite, vont pouvoir, on va dire, transmettre cette chose-ci. C'est vraiment une question que je me pose. Alors, il y a un terme pour ça, du coup, maintenant, c'est l'expérience collaborateur. Ok. Donc, c'est comment faire vivre une belle expérience aux personnes qui viennent travailler dans ton entreprise. Donc, il y avait le truc je retiens jamais le nom, Chief Officer Happiness, Ah oui, ouais. Les managers responsables du bonheur des gens. Ouais, alors c'est de mon point de vue un petit peu bullshit. Mais... Bah ouais, tu peux pas être c'est un peu le truc de responsable du bonheur façade. de... C'est vrai, Et puis en fait, c'est plus complexe que ça, l'humain. C'est pas parce que tu vas lui mettre un baby-foot que ça y est, il va être content. Ah bah oui, ouais. Voilà. Mais bon, alors après, je minimise pas leur travail, hein, Non, c'est sûr. loin de là, mais je pense que ça se joue beaucoup, beaucoup, beaucoup dans, enfin, c'est pas je pense, c'est ce que je vois, au niveau de la culture d'entreprise. Donc, c'est l'ambiance de travail, comment on travaille, est-ce qu'on tire les gens vers le haut, est-ce qu'on leur donne les moyens de s'épanouir. Parce qu'en fait, la liberté, tu peux l'avoir dans ton entreprise Bien si sûr. ton entreprise est très au fait de comment fonctionne l'humain. L'humain, il a besoin de s'épanouir, de grandir. Il y a beaucoup de personnes qui font de l'intrapreneuriat. Donc, on leur laisse faire des projets dans l'entreprise. Alors, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est quand même souvent des grosses structures. Oui, ouais, c'est ça, chez Pixar, etc. Oui, voilà. Ou les startups qui peuvent te laisser un petit peu plus d'autonomie, etc. Parce que je pense que tu peux avoir la vie sur mesure dans le salariat, mais par contre, c'est pas dans n'importe quelle entreprise, hein, c'est sûr. Non, c'est clair. Il faut une entreprise qui permette de réunir ces conditions de possibilité. Mais du coup, c'est là où je pense qu'on va aller. J'ai l'impression que du coup, je réfléchis en même temps avec toi, que cette quête du sens vient presque d'une envie de se rapprocher de ce qu'est au fond un être humain. Du coup, peut-être que plus on sera au fait de comment on fonctionne, en tant qu'individu et en tant que créature, enfin animal plutôt, plus on pourra créer des choses faites pour les humains de la même manière qu'un gnou ne se pose pas la question de sa journée parce qu'il vit sa vie de gnou. Ou mon chat, il vit sa vie de chat et je pense qu'il est épanoui parce qu'il vit sa vie de chat. Et que si on a une entreprise qui permet aux humains de vivre leur vie d'humain, avec tout ce que ça importe, peut-être que là, du coup, il y aura de nouveau du sens. Bah écoute, c'est exactement ma mission. Tu l'as très bien Du coup, c'est ça. C'est super, c'est parfait. Du coup. C'est vraiment apporter des éléments de compréhension pour être dans ce sens qui... Le sens, en fait, il se trouve à plein de niveaux. En plus, c'est pourquoi je fais ça, pourquoi je me lève le matin, à quoi je participe, quelle est la cause, donc la mission, le pourquoi. Mais c'est aussi l'ambiance de travail. Donc là, je vais rejoindre des collègues qui sont vachement sympas. On va avoir des interactions sociales qui sont cool. C'est les conditions de travail très pratico-pratiques. Je vais dans des locaux qui sont agréables, etc. On prend en compte ma différence, mon opinion. On me fait des feedbacks de manière adaptée, pas uniquement quand ça ne va pas.
Donc la reconnaissance au travail, surtout, et pas qu'au niveau salaire, ça compte, Ouais. mais pas que. Vraiment de dire, bah, écoute, je te remercie, tu as pris du temps, tu as fini plus tard ce jour-là. Voilà, de savoir reconnaître, d'avoir un petit peu de gratitude. C'est pas parce que la personne, elle a signé chez nous, enfin, qu'elle a signé dans une entreprise pour être salariée, qu'elle a sacrifié sa vie et que tout ce qu'elle fait, c'est un dû. Oui. Et inversement, hein. Après, bon, vu que j'ai fait un peu les deux côtés, si tu veux, côté maintenant plutôt manager et dirigeant, et ils sont vraiment dans cette optique d'impliquer les collaborateurs, ils n'ont qu'une envie, c'est que les gens soient motivés le matin, parce que c'est quand même une prise de risque, et je pense que les personnes que tu accompagnes vont en tout cas le ressentir. Ouais. Tout quitter pour devenir entrepreneur, c'est pas... Ok, la liberté, mais au début, c'est quand même beaucoup de taf, quoi. Ah oui, ouais, Tu comptes il y pas a, tes il y a heures, des justement. sacrifices. Ouais, non, il y a des sacrifices à faire, mais si ça fait sens, ça va. Bah, ils n'ont pas la même saveur. Non, Mm, c'est pas, tiens, je souffre pour rien. Du coup, mm, mm, non, c'est dur, mais je sais pourquoi je le fais, etc. Oui, il y a une finalité. Et tu peux retrouver ça dans une entreprise. Mm. Écoute, j'arrive à la fin de mes questions, il me reste 3 petites. Oui. Si tu avais un livre à conseiller, ce serait quoi? Alors, attends, j'ai pas réfléchi à celle-là. Là, comme ça, mais c'est plus au niveau des relations interpersonnelles. C'est un bouquin américain qui est très vieux, qui a un nom pourri, qui s'appelle Comment se faire des amis. Oui, ouais, de Dale Carnegie. Ouais, Carnegie, je ne sais plus le je prononcer. ne sais plus comment on dit, et qui est vraiment très pratico-pratique. Ouais. Voilà. Donc, si vous avez envie d'avoir des bonnes relations sociales, mais aussi au travail, je trouve que c'est quand même, ça simplifie la vie. Après, qu'est-ce que je pourrais... Alors moi, je suis très fan, là je pense à plutôt côté Tao Te Ching, tu vois, de Lao Oui, Tzu. ouais, ok. Donc après, faut aimer, mais je trouve qu'il y a plein de, de- de phrases, moi, qui me parlent beaucoup. Tu vois, le non-agir, enfin, il y a plein de choses. Enfin, il y a Confucius aussi dans ma tête, pour ces côtés-là. Après, plus pour apprendre à se connaître, je dirais le livre de Albert Moukébert, donc je ne sais plus comment il l'a appelé, sur les biais cognitifs et le cerveau. Je ne sais plus le titre qu'il a donné. Donc c'est intéressant pour apprendre à juste mieux se connaître, mieux connaître Ok, les mécanismes psychologiques. ok. Voilà, je ne sais pas, à voir après dans quoi les personnes auront envie de piocher. Non, mais ils pourront déjà aller checker ça, je mettrai les liens dans l'épisode. Et si tu avais un conseil à donner au toi d'il y a 10 ans, Mhm. ce serait lequel? Déjà, Mhm. est-ce que tu te donnerais un conseil? C'est aussi ça. Alors là, il y a le premier truc très bateau qui me vient, c'est fais-toi confiance. Ouais, ok. Euh, Fais-toi confiance, c'est-à-dire fais confiance à tes ressentis. Quand tu sens que c'est pas tout à fait ça, que c'est pas tout à fait juste, c'est la fameuse phrase, tu sais, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Euh, donc c'est qu'il y a une raison. Ouais. Donc à un moment donné, si tu n'es pas bien dans ton job, il y a un truc à creuser. Même Mhm. si c'est léger, ça peut être, je donne toujours l'image du caillou dans la chaussure. On peut Mhm. marcher Bien avec un sûr. caillou dans la chaussure. Ça fait pas, c'est pas une douleur atroce. Mhm. Par contre, c'est enquiquinant, ça peut nous pourrir la Mhm. vie. Donc, autant s'en débarrasser. Donc, là, l'idée, c'est plutôt autant se poser. Mhm. Et là, je pense qu'il faut vraiment être accompagné parce que tout seul, c'est quand même très dur. Ouais. Donc, c'est peut-être ça, c'est peut-être. J'ai été Attends, est-ce que j'ai été suivie? J'ai été suivie à un moment donné, puis après plus. Et Mhm. c'est justement dans ces périodes de doute, est-ce que j'ai le droit d'avoir envie de quitter mon job que Ouais. j'ai toujours voulu? Euh, Parce que quand même, j'étais dans une période où je me demandais, est-ce que ça ne va pas m'écœurer d'accompagner les gens? Tu vois, Ok. j'ai eu même Ouais. un doute sur la volonté d'accompagner les gens. Mhm. Et en fait, non, non, c'était Mhm. le contexte qui n'allait pas. Donc des fois, c'est Mhm. ça aussi, c'est finalement les gens vont, c'est pas forcément leur activité qui ne leur plaît plus, Mhm. mais C'est c'est le le contexte qui les contexte. a Ouais. dégoûtés de leur activité. Et Mhm. peut-être dans un autre contexte, ça se passerait bien. Ouais. Oui, carrément. Et ça, pour le coup, il faut se poser les bonnes questions. Donc peut-être de me dire aussi, voilà, fais-toi accompagner. Mhm. Ok. Mm. Et enfin, est-ce que tu as une citation ou un mantra qui t'accompagne chaque jour ou un petit peu chaque jour? Mm, mm. Mm.
Moi, je pense toujours à... je dis toujours un grand philosophe fictif, Yoda. Fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Plus dans l'optique de... il y aura toujours des doutes. Essaie de faire en sorte qu'il y ait moins de questions. Voilà, donc fais-le, où c'est un peu le fait est mieux que parfait. Ouais. Où tout ce qui n'existe pas ne peut pas être amélioré. Donc, lance un premier jet. Ce ne sera pas parfait, mais après, tu vas roder le truc. L'important, c'est de passer à l'action. Parce que sinon, c'est infini de se poser des questions et de ne pas avancer, quoi. Bah, écoute, je trouve ça que c'est très bien de finir là-dessus. Je te remercie d'être venu. Merci pour l'invitation. Et puis à très bientôt. Oui, à bientôt. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un like ou un commentaire sur votre appli de podcast préféré. Si vous voulez me retrouver pour discuter ou découvrir mon univers, ou tous les bons conseils que je peux partager, le plus simple, ça reste Instagram ou LinkedIn. Vous cherchez Simon Delannoy et vous allez tomber sur moi, sinon je vous mets les liens en description. Et si vous vous posez des questions sur votre vie professionnelle, sur votre carrière, ou que vous n'avez pas de réponse à cette grande question « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cette fichue vie ?», je vous invite à accéder à mon atelier gratuit qui s'appelle Le Secret, dans lequel vous allez découvrir les 5 grandes erreurs que font 99% des salariés qui veulent se reconvertir, comment les éviter, et quels sont les secrets d'une reconversion réussie. Le lien est dans la bio. À bientôt!